Être femme en 1789. Philosophes et scientifiques s'attachent à définir la femme. Si ces définitions s'éloignent de celles élaborées par le catholicisme à partir de la Genèse, elles continuent de penser le plus souvent la femme à partir du modèle de l'homme et se fondent sur le concept de nature. Saisir les caractéristiques et nuances de ces discours croisés permet de comprendre la perception que la société a du féminin et du masculin. Ces réflexions élitistes sont-elles suivies des faits dans le quotidien des femmes ? La femme, la femelle de l'homme. Pensée en constante comparaison avec l'homme, la femme est regardée comme un être physiquement et intellectuellement inférieur. Cette infériorité, due à la nature, est nuancée, voire remise en cause par une critique du système éducatif, dénoncé comme responsable de l'état des femmes. Le quotidien des femmes. Si les théories et les préjugés sur le sexe féminin influent sur la condition juridique des femmes, leur quotidien est davantage dépendant de l'appartenance de chacune à un ordre et à l'intérieur de cette hiérarchie, de la situation socio-économique qui dirige leur vie. La femme, la femelle de l'homme. Telle est la définition fournie par l'encyclopédie en 1751. Qui conseille de compléter l'étude du sujet par la lecture de ces articles homme, femelle, sexe. L'homme, un être de chair et de raison. Les rédacteurs de l'encyclopédie échappent à la logique qui, dans son implacable rigueur, conduit à penser que l'homme est le mâle de la femme. Rien de semblable. L'homme ne se définit pas en fonction de la femme. Il se suffit. Sa définition se confond même avec celle de l'espèce humaine, ce dont rend clairement compte la langue française qui ne possède qu'une occurrence, homme, alors que le latin utilise homo pour désigner l'homme humain et vir pour l'individu homme masculin. Être de chair et de raison, ce qui le différencie des animaux, il est apte à distinguer le bien du mal. De ce fait, cet être moral sait se donner un cadre de vie régi par des lois, voire des maîtres. Il est donc un animal politique, un être moral façonné par l'éducation. Les femmes, le sexe faible. Une relecture de l'infériorité féminine. Les rédacteurs de l'encyclopédie et les philosophes du siècle des Lumières ne pourfendent pas les idées reçues sur les femmes. Mais ils ne s'inscrivent pas non plus dans la représentation traditionnelle issue de la tradition scolastique. À partir du mythe fondateur d'Adam et Ève, s'est dessinée la figure de la femme, être inférieur voire incomplet, née de et après l'homme. Cette définition oublie que la femme est créature de Dieu, ce qui est peu compatible avec l'imperfection d'énoncé. Elle retient par ailleurs le péché originel d'Ève et étend sa culpabilité à l'ensemble du genre féminin, sans souci de rachat des fautes par le sacrifice du Christ. Cette image négative de la femme, tentatrice, pécheresse, impure, est très présente. Elle est à peine atténuée par la figure de Marie, symbole de la femme mère et de la pureté. La femme est ainsi deux visages, imaginaires, pour le moins caricaturaux. Elle est ange et démon. Les penseurs et scientifiques du XVIIIe siècle, philosophie et médecine se confondent alors souvent, ne se réclament pas de ce courant de pensée. Ils veulent créer une morale dégagée de tout fondement religieux et métaphysique, mais s'ils modifient les termes qui veulent justifier l'infériorité de la femme, ils ne font qu'en déplacer les causes et participent à leur façon à la consolidation et à l'infériorisation du sexe féminin. À la consolidation et à l'infériorisation du sexe féminin. Une infériorité physique. Dans la lignée des anatomistes et d'un Daubenton, 1716-1800, qui voit dans la femme un homme manqué, les penseurs considèrent que l'infériorité de la femme est d'abord physique, de par les perturbations de son corps. Le cycle menstruel, dont le rôle précis dans la génération n'est pas encore parfaitement compris, et les grossesses qui font de la femme une éternelle malade. Le sang menstruel effraie autant qu'il provoque le dégoût. Pourtant, des voix de médecins se sont élevées pour battre en brèche l'opinion selon laquelle la femme serait un être incomplet, une erreur de la nature donc. L'intérêt porté à la gynécologie du XVIIe et XVIIIe siècle reflète la nouvelle approche scientifique de la femme. Son corps spécifique possède un fonctionnement particulier. Le sexe féminin cesse d'être considéré comme une introversion du sexe masculin pour être étudié dans sa spécificité, dans sa singularité, non dans une permanente et dépréciative comparaison avec l'homme. Posé comme parfait et donc synonyme de modèle et de norme. Mais ces premières critiques ne font qu'ébranler les idées reçues et encore.
Elle débouche sur la notion de nature féminine qui peut être utilisée comme un argument pour dévaloriser la femme, voire renforcer cette dévalorisation. Ainsi, la sexuation des corps cesse de se résumer aux différences des organes génitaux. L'anatomiste Marie Thiriou d'Arconville dessine en 1759 les premières planches anatomiques de squelettes de l'homme et de la femme. Ces dessins montrent de notables différences entre les deux constitutions osseuses. Ainsi est affirmée l'existence d'une nature féminine qui peut être considérée en soi comme parfaite, mais dans le même temps, ces représentations opposent la force de l'homme et la faiblesse et la passivité de la femme, notamment par l'écart de taille et les figurations du front de chacun qui, de fait, ne correspondent pas à l'exacte observation. On aboutit donc à la singularisation en deux sexes de ce que l'on nomme le différentialisme. Celui-ci peut être lu en termes égalitaires, l'homme étant le sexe fort et la femme le sexe beau. Mais on glisse rapidement vers un différentialisme hiérarchisé, sexe fort et sexe faible. Les spécialistes des maladies féminines sont largement responsables de cette dérive. En effet, selon la majorité des obstétriciens, selon la majorité des obstétriciens et des gynécologues, l'utérus, lieu de gestation, explique toute l'organisation de la femme. La femme est donc faite pour engendrer. Le terme matrice, qui désigne l'utérus, accentue cette confusion. Il semble que la vie physiologique de la femme s'ordonne autour de cet organe. Le XVIIIe siècle, pourtant entre guillemets éclairé, reprend à son compte la formule hippocratique Toda mulier in utero. Toute la femme est dans l'utérus. Cet organe est, par le seul fait que l'homme n'en a pas, étrange, mystérieux, menaçant. Il met la femme sous influence. De cette faiblesse continuelle de la prégnance utérine découle une faiblesse psychique. De cette faiblesse constitutionnelle de la prégnance utérine découle une faiblesse psychique. L'infériorité mentale de la femme. Si nul ne met plus en doute que la femme possède outre une âme une raison, les penseurs débattent sur les capacités du cerveau féminin à la développer et à bien s'en servir. Dominée par son corps, la femme utérus ne peut fixer longtemps son esprit, donc seul l'homme est apte à faire bon usage de la raison. La femme ne dispose pas en conséquence des instruments propres à concevoir l'abstraction, à inventer, à créer. De ce fait, elle se voit exclue du champ des sciences, de la philosophie, de la création artistique. Cette affirmation qui perce la fin du XVIIIe siècle est le synonyme de la dégradation du statut de la femme. Les peintures de femmes érudites, telles celles en 1751 de la physicienne Émilie du Châtelet, s'effacent des productions picturales à la fin du siècle. Alors on parle du XVIIIe siècle. Émilie du Châtelet, c'est 1706-1749. Un tableau comparatif, qui déprécie la femme et valorise l'homme, est ainsi ébauché. Le XVIIIe siècle en forcera les traits. La femme est la moitié de l'homme. La réciprocité relève de l'impensable. Il est fort, elle est faible. Il est chaud, elle est froide. Il est le feu, elle est l'eau. Il est dur, elle est molle. Il est actif, elle est passive. Il est calme, elle est émotive. Il est courageux, elle est craintive. La correspondance à un des termes surprend parfois. Ainsi, au génie masculin répond la beauté des femmes. La femme est à la fois séduisante et on l'admire, séductrice et on la condamne, tout en considérant que la beauté est son apanage et qu'elle excelle dans l'art de plaire. Mais c'est à l'homme d'en faire, tel un guerrier, la conquête. Ces particularités entre l'homme et la femme relèveraient de la nature. À partir d'une donnée biologique, la faiblesse de la femme qui ne repose sur aucune preuve scientifique, et penser la différence des sexes, en termes d'inégalité, au profit de la domination masculine, ainsi légitimée par cette nature qui répète les textes à satiété, veut, fait, ordonne que. Femme nature, homme culture. Femelle toute sa vie, comme l'affirme Jean-Jacques Rousseau, 1712-1778, la femme est nature. L'homme possède le génie, elle ne peut qu'imiter. L'homme crée, la femme procrée. La maternité, destination de la femme. La maternité est le but de la vie de toute femme. Élevée au rang de principe normatif et fixé par la nature, cette maternité ne résulte donc pas d'un processus culturel. Ce raisonnement exclut toute possibilité de modification du rôle et de la fonction sociale de la femme.
Il rejette dans l'anormalité pathologique l'homosexualité féminine, nommée alors tribadisme. Le docteur Tissot pathologise le lesbianisme et voit dans ses pratiques sexuelles l'expression de la volonté de femmes imparfaites de s'emparer des fonctions viriles. Sa conclusion est sans appel. L'homosexuel est une espèce de monstre. Source: l'onanisme, dissension sur les maladies produites par la masturbation, 1764, Dr Tissot. T-I-S-S-O-T. Le respect de cet ordre naturel implique des devoirs féminins: élever les enfants, choyer l'époux, s'occuper du foyer. Ainsi se reconstruit, du moins en théorie, une division sexuée de l'espèce supposée déjà inscrite dans la configuration des corps. En 1775, le docteur Pierre Roussel fait paraître un ouvrage promis à un bel avenir de réédition tout au long du 19e siècle. Donc je répète. En 1775, le docteur Pierre Roussel fait paraître un ouvrage promis à un bel avenir de réédition tout au long du 19e siècle du système physique et moral de la femme. Reconnaissant la nature spécifique de la femme, et ce sans misogynie apparente, il considère que la femme se résume à sa conformation physique, elle la désigne comme un être du dedans. La même symbolique indique que l'homme est voué au dehors. La maternité en tant que pouvoir de porter et de donner la vie n'est pas évoquée. Imperceptiblement, ce déterminisme biologique conduit à un déterminisme socioculturel du rôle et en fonction des sexes. La sexualisation et rôles sociaux. Rousseau est le champion de cette lecture sexuée. La différence du sexe féminin est chez lui d'une misogynie caricaturale. À l'en croire, la femme est faite pour plaire à l'homme, à l'autorité duquel elle doit se soumettre. Il lui faut être mère, si possible de 4 enfants. Cette subordination de la femme à l'homme est imposée, estime-t-il, par la nature. Déjà présente dans la Lettre à d'Alembert de 1758 et dans Julie ou la Nouvelle Héloïse de 1761, cette définition est clairement exposée dans Émile ou de l'éducation de 1762. La dite finalité naturelle des deux sexes induit une éducation appropriée à chacun d'eux. La femme étant faite pour céder à l'homme et supporter son injustice. La future compagne d'Émilie, la jeune Sophie, La dite finalité naturelle des deux sexes conduit à une éducation appropriée à chacun d'eux. La femme étant, je cite, faite pour céder à l'homme et supporter son injustice, la future compagne d'Émile, la jeune Sophie, n'a nul besoin de recevoir la même instruction soignée que le jeune garçon. Il faut faire d'elle non une femme savante, que Rousseau trouve aussi grotesque que Molière, lui préférant même une femme grossière, mais une femme soumise, à qui l'on évitera tout sujet grave. C'est autour de l'éducation que se perçoivent les ambiguïtés de la pensée des philosophes. Ainsi en est-il de Voltaire, qui affirme que, par sa physiologie, la femme est plus faible que l'homme. Ce caractère la voue aux travaux ménagers, il dénie à la femme le génie masculin par nature. Mais parallèlement, il reconnaît les qualités intellectuelles de ses propres amis, au féminin, qui tiennent le salon. Il critique le mariage où s'exerce une autorité masculine injuste. Plus forte encore est la contradiction de Diderot, partisan des théories naturalistes. Il plaint les femmes de dépendre de la sensibilité démesurée de leur matrice et pense que, affranchies de toute servitude, je cite, elles auraient été sacrées en quelque endroit qu'elles eussent paru. Mais sa critique sociale le mène à dénoncer l'infériorité des femmes comme un fait de culture et à condamner l'institution du mariage établi par l'Église qui fait de l'épouse une propriété de son mari. L'analyse de Montesquieu, 1789-1755, rejette la version de l'infériorité naturelle de la femme qui dénonce dans les Lettres persanes la tyrannie masculine. Comme il l'affirme l'égalité entre les races, le poseur pense l'égalité entre les sexes. Mais il ne dépasse guère cette position théorique, semblant craindre qu'une application pratique ne fasse perdre à la femme sa féminité. Préjugés et coutumes sont donc jugés responsables de l'infériorité des femmes, sans toutefois détrôner la nature. En conséquence, l'encyclopédie désigne l'éducation comme la principale cause de l'état des femmes, mais ne réclame pas une éducation similaire pour les deux sexes, revendication présentée par d'Alembert.
À la lecture des philosophes du siècle des Lumières, on a le sentiment confus qu'ils cernent le problème de la différence des sexes, qu'ils y sont en quelque sorte contraints par leur réflexion sur l'égalité, la liberté, l'individu. Mais leurs propositions de réforme sont timorées et se situent pour l'essentiel sur le terrain de la pédagogie. Ils sont freinés par les risques supposés de déféminisation qu'entraînerait une modification du statut de la femme. À peine soulevée, la question délicate, encombrante même pour certains, est évacuée. Aucune empreinte d'un pas décidé, le chemin ouvert au siècle précédent par un précurseur, Poulain de la Barre, défenseur de l'égalité des sexes. Aucune empreinte d'un pas décidé, le chemin ouvert au siècle précédent, Poulain de la Barre, défenseur de l'égalité des sexes. Je répète, aucune empreinte d'un pas décidé, le chemin ouvert au siècle précédent par un précurseur, Poulain de la Barre, défenseur de l'égalité des sexes. Lu par les penseurs du XVIIIe siècle, Poulain de la Barre n'a pas été suivi dans ce siècle où la critique sociale est pourtant si vive. Du reste, les réformes pédagogiques parlent essentiellement des femmes de la haute société, des propos scientifiques. Les propos scientifiques manient le concept de la femme. Les femmes, dans leur diversité, ne sont pas objets de discours. Les problèmes économiques des femmes et du peuple ne sont même pas soulevés. Le discours des philosophes sont loin de leur réalité quotidienne. Femmes et ordre, le quotidien des femmes. La société de l'Ancien Régime est une société d'ordre, donnée fondamentale qui intervient pour complexifier la relation des sexes. La hiérarchie des ordres, noblesse, clergé, tiers état, fait d'une femme noble ou religieuse par le simple fait de sa naissance ou de son statut une privilégiée et la met donc en position de supérieure par rapport à une femme, mais aussi par rapport à un homme du tiers état. Cette hiérarchie peut jouer en défaveur d'une prise de conscience du genre et d'une éventuelle solidarité féminine. Elle conduit des femmes à défendre les privilèges de leur ordre plutôt que des revendications visant à améliorer la condition féminine. Petite parenthèse, le genre, outil pour penser à la différence des sexes. Ce concept est la traduction du mot gender qui est aussi employé sous cette forme dans les textes en français. Introduit par l'historienne américaine Joanne Scott dans la seconde moitié des années 80, il désigne dans son acceptation française la construction culturelle de la différence des sexes. Il permet de réserver l'emploi du mot sexe à la seule physiologie et donc de se dégager de la charge biologique qu'il véhicule afin de comprendre la société. Afin de comprendre la construction du féminin et du masculin par rapport au sexe par la société. Ce concept incite à étudier les conséquences de cette élaboration, ce que l'on nomme les effets de genre, loin de l'argument de la nature qui ne permettait ni de déconstruire ni de comprendre les modèles et les normes à l'œuvre dans les perceptions des identités et des rôles sexuels et encore moins de leur historicité. Et privilégier les femmes de la noblesse. L'éducation des filles de la noblesse revient essentiellement aux religieuses. Le rôle des mères est fondamentalement dans la transmission des valeurs et dans celle de la foi. Le mariage est la destinée unique des femmes nobles. Mariées, elles partagent le mode de vie de leur conjoint. Tout comme les hommes, elles ne peuvent travailler sous peine de déroger, mais le fait d'être femmes leur interdit tout accès à des charges, comme la noblesse de robe, et à un quelconque pouvoir politique. En vertu de la loi salique du VIe siècle, les femmes sont exclues de la monarchie. Elles n'accèdent au pouvoir suprême qu'en tant que régentes, c'est-à-dire comme mère du futur roi. Elles sont en quelque sorte l'expression anticipée et temporaire, mais c'est là un pouvoir certain qui a favorisé la présence des femmes politiques autour de régentes. De plus, les femmes de grand lignage ont participé sous l'Ancien Régime aux affaires publiques, plus particulièrement dans le domaine de la diplomatie, lors des conflits internes tels la fronde de 1648 à 1653 ou dans les domaines religieux. Ainsi, Marguerite de Navarre joua-t-elle un grand rôle dans le développement du protestantisme en France. Mais la Renaissance passée, le pouvoir des filles de France et femmes de la haute aristocratie décline. Il s'enfonce dans une sorte de clandestinité, pouvoir d'influence symbolisé par l'institution des maîtresses royales. Cet effacement des femmes participe de la volonté de la monarchie absolue de réduire le pouvoir des grands. Les siècles qui précèdent la Révolution ont donc vu un rétrécissement du champ d'action politique des femmes. Toutefois, si les femmes de tout ordre ne sont pas éligibles et se voient interdire toute fonction officielle, les femmes nobles ou les communautés religieuses féminines, propriétaires d'un fief, peuvent désigner des députés de la noblesse ou du clergé aux États généraux, en vertu du droit féodal fondé sur la propriété et non sur la personne, quel que soit son sexe.
L'oisiveté devient le lot des femmes nobles, mais les écarts de niveau et de vie sont considérables selon qu'elles appartiennent à la grande ou à la petite noblesse, celle de sang ou de robe, ou qu'elles viennent de la province ou qu'elles vivent en province ou à la cour. Les femmes du clergé. La prêtrise est fermée aux femmes, mais les ordres religieux accueillent un nombre important d'entre elles. La vocation seule n'explique pas l'engagement de certaines dans le clergé. Le couvent est souvent une planche de salut pour les femmes sans ressources, pour des nobles à la dot insuffisante ou pour attirer un parti. Pour des filles, souvent les cadettes, qui n'ont pas trouvé à se marier en dehors des fonctions religieuses contemplatives, les ordres féminins se consacrent à la charité, à l'éducation et aux soins des malades. Leur pouvoir est donc indéniable. Elles transmettent des valeurs chrétiennes aux jeunes générations et investissent les futures mères de ce rôle d'éducatrice morale et religieuse. Les femmes du tiers-état. Le tiers-état représente 98% de la population. Il regroupe donc des hommes et des femmes de conditions économiques très différentes. La bourgeoisie est la grande gagnante de ce glorieux XVIIIe siècle. Sa réussite la différencie du reste du tiers-état, qui fait côtoyer en son sein aussi bien le gros propriétaire terrien et donc son épouse et ses filles, le banquier et les siens, que les paysans, serviteurs, les manants, les vagabonds, au masculin et au féminin. L'éducation des filles de la bourgeoisie revient aux institutions religieuses, mais le rôle des mères est, dans ce milieu aussi, fondamental. Celle des filles du peuple est quasi inexistante. Les écoles dépendent des paroisses et l'enseignement y fait une part majeure à l'éducation religieuse. Je répète, l'éducation des filles de la bourgeoisie revient aux institutions religieuses, mais le rôle des mères est, dans ce milieu aussi, fondamental. Celle des filles du peuple est quasi inexistante, c'est-à-dire l'éducation. Les écoles dépendent des paroisses et l'enseignement y fait une part majeure à l'éducation religieuse. Les femmes de la bourgeoisie. La bourgeoisie qui possède le pouvoir économique et veut le pouvoir politique s'oppose à la société d'ordre, d'autant plus que la réaction aristocratique ferme, notamment l'accession à la noblesse et aux nouveaux riches, exigeant pour l'accès à des charges 4 quartiers de noblesse. Dès lors, la bourgeoisie, et surtout sa partie la plus cultivée, est sensible à la pensée des philosophes. Elle se familiarise avec les concepts d'égalité, de liberté, de représentativité et d'universalisme. Les bourgeoises les plus lettrées ont accès à ces réflexions qui peuvent les conduire à s'interroger sur leurs conditions de femmes, interrogation que partagent certaines femmes de la noblesse. Au quotidien, les femmes de bourgeois sont souvent aux côtés de leurs maris, par exemple dans la petite industrie et le commerce. La cellule familiale et la cellule économique se confondent alors souvent. La famille est conçue et vécue comme une cellule de production et de reproduction, conception partagée par les gens du peuple. Les femmes du peuple. Les femmes du peuple subissent, elles, la hiérarchie des sexes sans en avoir pleinement conscience. Les éventuels débats sur la condition féminine ne leur sont pas accessibles. Ces femmes assurent le rôle d'épouse et de mère. Ce sont aussi des travailleuses. Le travail des femmes du peuple est considéré comme normal. À preuve, le mariage avec un conjoint au salaire confortable ne conduit pas la nouvelle épouse à cesser de travailler. Travailleuses, les femmes du peuple sont majoritairement des paysannes aux côtés de leur mari dans une France rurale. Dans les campagnes, les femmes, chefs d'un foyer fiscal, un feu, participent à l'assemblée paroissiale et à l'élection des délégués à l'assemblée du bailliage. Dans les villes, les femmes sont insérées dans un tissu urbain qu'elles peuplent et animent de leur présence et de leurs petits métiers, porteuses d'eau, marchandes, des 4 saisons, commerçantes, mais aussi prostituées. Bon nombre d'entre elles appartiennent à la domesticité ou exercent des activités spécifiquement féminines, telles la couture. Dans le Paris de 1789, où les femmes l'emportent numériquement sur les hommes, environ 54% des 600 000 à 700 000 habitants de la capitale, 2 groupes sont particulièrement importants. Les blanchisseuses, dont le nombre ne cesse d'augmenter au cours du XIXe siècle, forment un ensemble homogène malgré l'hétérogénéité de leurs statuts. Des petites chefs d'entreprise ou journalières. L'activité de ces travailleuses se localise autour de bateaux-lavoirs le long de la Seine, non loin des Invalides, dans le faubourg Saint-Marcel et dans le centre de Paris, le long des quais. Cette concentration géographique crée une force potentielle et favorise l'échange d'idées. Les blanchisseuses ont la réputation d'être ombrageuses, d'avoir la langue déliée et de faire naître et répandre des rumeurs. La Révolution les trouvera sans culottes. Second groupe qui retient l'attention, celui des dames de la halle. Marchandes et ménagères s'affrontent parfois. Tous les marchés sont des lieux éminemment sensibles, véritables pouls du Paris populaire, véritable pouls du Paris populaire qui voit aussi la réconciliation des femmes contre la hausse des prix des denrées ou leur manque. La relation privilégiée des femmes à la nourriture, puisqu'il leur revient de satisfaire les besoins alimentaires des leurs, explique leur mobilisation de tout temps.
lors des crises frémentaires durant lesquelles elles battent le pavé ou les chemins creux de campagne. Révoltes d'abord économiques, elles ne sont pas nécessairement dénuées de toute critique ou de revendication politique. Synthèse, à la veille de la Révolution française, la femme fait l'objet de réflexions philosophiques et scientifiques. Celle-ci se dégage du dogme catholique qui relie l'existence des femmes à la Genèse et donc à Ève pécheresse, mais développe souvent, sous couvert de science, ou sous couvert de la science, le concept de nature. Si la femme cesse d'être, comparée à l'homme, un être incomplet, elle est cependant pensée comme physiquement et mentalement inférieure. Toutefois, des voix s'élèvent pour rendre responsable de cet état non la nature mais l'éducation. Si toutes les femmes portent le poids de cette infériorisation, les flagrantes inégalités de la société d'ordre déterminent bien plus le quotidien de chacune. Cette hiérarchie complexifie les rapports de sexe et n'est pas propice à une prise de conscience par les femmes de la spécificité de leurs conditions.